Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, la campagne de Sens en compagnie d'Amir. Amir, bonjour. Oui, bonjour, ça va? Nous sommes avec Julien. Julien, bonjour. Très très bien. Nous sommes avec Antoine. Antoine, Bonjour. bonjour. Nous sommes également avec Audrey. Audrey, bonjour. Salut. Et tous ces gens, vous le savez, se réunissent généralement dans la Baronnie, à la Baronnie, pendant un week-end pour faire du Sens. Et aujourd'hui, on a fait du Sens. On a fait les 2 premières épreuves de Sens Cosmo KO. Avec toujours ces mêmes personnages incroyables. Milan, donc le personnage d'Amir. C'est ça, Milan Arquès, Voilà. scientifique. Cosmo++. Ça y est, Voilà, là, t'as dépassé le 100 en Cosmo. Tu fais partie des grands. J'ai atteint les 100. Et nous sommes avec donc Kerry, donc le personnage de Julien. Kerry-san, Quadrilla de vie, de vie. plus que jamais. Voilà, plus que jamais, avec une famille, un enfant avec Météor, Erato, une fille. Ridger, notre personnage, donc Antoine, le personnage d'Antoine, Ridger, notre personnage ridgerien, le classiste de cette table. Le créa KO de la table. Exactement. Drama Queen. Et Drama Queen, bien sûr. Et enfin, Lexa, le DPS, notre rune de mort et de chaos. Ça va, la pêche, hein. Bah ouais, toujours. Audrey. Et donc, vous avez repris vos personnages de Sens. C'est-à-dire, vous avez quitté vos simulacres sétentriens pour reprendre vos personnages de Sens et vous lancer directement, avec un début in media res, dans la bataille. Julien. Modulo, la reconfiguration des fiches de perso. Oui, c'est vrai que d'abord, nous avons fait une reprogrammation des fiches de perso avant même de commencer cette fiction. Peut-être reparler de ça. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ou est-ce que non vous êtes pas senti plus puissant au terme de cette création? Tout a été sauvegardé. C'était long. C'était long, ouais. On a perdu un peu de temps à cause de ça, c'est vrai. C'était long, mais c'était une synthèse intéressante. Mais c'était bien parce que comme on joue pas super souvent, ça permettait aussi de se remettre un petit peu dedans. C'est pas plus mal, ouais, effectivement. Moi, pour ça. personnellement, j'ai pas trouvé ça long, mais j'aime la partie création de personnages et tout ça en général. Donc, j'ai pas trouvé Renaissance ça de long. personnages. Ça a permis de remodifier, réajuster certaines choses sur les personnages, donc c'est pas plus mal en ce qui me concerne. Ouais, notamment parce que on se rappelle que dans Sens Néant, on joue d'autres personnages que les bugs, donc ça permet aussi de se réapproprier son personnage, voire de modifier des choses, de changer certains objectifs qui ont pu être à fait. réalisés, d'affiner sa rune en fonction de ce qu'on estime. Parce que vous apprenez quand même pas mal de choses aussi sur les runes de Dieu à travers Sens Néant, leur nature élémentaire, etc., etc. Et donc ça peut être aussi l'occasion de modifier certaines choses, voire même tout simplement de changer de personnage. Ce qui arrive aussi, il y a des personnages qui peuvent être morts dans Sens Mort, qui jouent un néant et du coup qui ont besoin d'un nouveau personnage. C'est l'occasion, tu vois, de prendre un fragile, de prendre éventuellement un bug de Séléné. Et il y a même une variante, je vous le révèle et je vous l'apprends ici dans ce podcast, pour éventuellement jouer un Némésis. Donc voilà, ça peut être une des possibilités. En ce qui me concerne, typiquement, j'ai changé pas mal de mes faits. Mais le personnage reste bien évidemment le même. Tout à fait. Ça, c'est clair. Julien, nous comptons sur toi pour nous résumer cette fiction en un temps relativement court, parce que je crois qu'on a beaucoup de discussions à aborder en dehors de la fiction, si j'ose dire. Tout à fait. Donc la fiction recommence effectivement in media res, puisqu'on sort de l'alarme de Classis pour tomber en pleine bataille. Sa dernière blague étant que, en fait, le temps s'est quand même écoulé un peu. Et donc, on pensait qu'on avait tout le temps du possible, mais en réalité, il y a bien des heures qui se sont passées et la Lune et la Terre sont en pleine attaque par une armada myphosienne en plein débarquement. Donc on est un peu pris de court. Notre président, Ridger, donne des ordres du type on va s'en occuper. On est 4, c'est normal. Et puis, effectivement, on attaque l'armada de Ghost. Et s'ensuit des stratégies assez variées. En fait, finalement, on ne fait pas tellement la bataille tous ensemble. On a chacun des objectifs. Ridger est pris à partie violemment. Ouais, j'ai eu un objectif par défaut, moi. C'est-à-dire que... C'est un objectif qui t'a eu. On va peut-être faire un tour de table justement pour dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans la bataille? Alors, dans la bataille, moi, j'ai été pris à partie par Beryllium, qui m'a tapé sur l'épaule pour me dire... Toi, moi, on se tape, voilà, globalement. Et donc, on s'est tapé. Voilà, tout à fait. Toi, mais c'est surtout lui qui a tapé. Toi, tu as beaucoup discuté quand même. Parce que finalement, c'est comme ça que tu l'as eu. Alors, moi, mon but, ça a été de le faire douter. Donc, de lui amener des éléments fictionnels qui m'ont permis de le faire un petit peu chanceler, parce qu'en termes de force brute, j'avais aucune chance de le vaincre. Alors, parce que les quadrillas Cosmo sont faits donc de lumière. C'est ce Oui. que aussi Classis vous apprend, la nature un peu élémentaire des personnages de Sens. Donc, vous comprenez en fait que les quadrillas de Cosmo sont de lumière et le doute est d'ombre. Et donc, du coup,
évidemment, contre les forces de la lumière, Antoine y oppose les forces des ténèbres. C'est ça. C'est les joueurs qui soutiennent les ténèbres dans ce sens, c'est ça qui est intéressant. Donc je l'ai fait douter et ça m'a plutôt réussi parce que au terme du combat, Beryllium a été détruit. Et Rédempté, je sais pas comment dire. Oui, il a racheté un petit peu. Et il a merde. compris qu'il était du mauvais côté, quoi, tout simplement. Tout Faut le dire. Comme un bon chevalier du Zodiac. Quadrilla de Cosmo, au dernier moment, il comprend que en fait, ce sont les chevaliers, les bugs de Rebirth qui ont raison et que donc, voilà, exactement, c'est ça. Pour Helium, ça a été moins évident. Dans le jeu, il s'appelle Cosmo. Je veux dire, si on fait pas des blagues sur les chevaliers du Zodiac, je comprends plus, quoi. Ok, très bien. Lexa, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cette fiction? Dans cette partie de la fiction, dans cette bataille navale? Alors, j'ai essayé de la jouer un peu stratégique d'abord en... Antoine est mort de rire. Antoine est mort de Voilà. rire. Voilà, c'est pour ça que je dis un peu. Donc, j'ai décidé de détruire les configurations des vaisseaux ennemis, c'est-à-dire les positions qu'ils prenaient dans l'espace et qui leur donnaient des bonus. Les formations, d'attaque, ouais. les formations. Après, je me suis dit, ça prend vachement de temps et puis en fait, c'est facile. Donc, c'est pas très amusant. Intéressant, ouais. Ça ne présente pas une grande... Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller poutrer l'amiral, en fait, parce que privé de tête, peut-être que ça ira mieux pour nous. Donc, je me suis attaquée à Ghost. Ouais. Là, j'ai découvert qu'il était protégé par de la philonite à l'état sauvage, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant cette partie-là du combat? Bah, tu t'es fait empoisonner aussi par... Oui, alors je me suis fait empoisonner par la lame de Ghost, qui a donc passé mon armure en philonite, puisque voilà. Il y a eu un combat, un échange de coups. Ouais. Tout à fait. Et j'ai rencontré pas mal de quadrillas ou dames de quadrillas défunts. D'abord, quand j'ai essayé de sauver Météor de la mort, en fait, je l'ai réanimé, donc je suis passée en ombre monde. Là, j'ai vu en fait Finn Longfinger et puis l'autre, l'esprit. En gros, donc Météor doit mourir dans cette partie de l'histoire, parce qu'il est censé... Alors théoriquement dans le livre, c'est le moment où vous apprenez que Météor a tué vos parents et qu'il avait pour mission de vous assassiner. Donc c'était drôle ça. Le quadrilla, alors que bon, vous le saviez déjà en fait, Météor, vous l'avez appris grâce à la relation qu'il entretenait avec Kirin. Moi j'ai fait un enfant avec lui, alors bon. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a t'as eu des confidences sur l'ombre oreiller. Lui aussi, il s'est racheté. Voilà. Et donc, du coup, il y a ce combat entre Ghost et Météor, où Météor est complètement submergé par l'armée de Ghost, notamment ses Minotaurs et compagnie. Donc, les Minotaurs qui sont des robots. Donc, ils meurent. Voilà, donc ils meurent. Et tu vas le chercher en enfer. Je vais le chercher en enfer, ouais. Techniquement, c'est ça que tu fais. Techniquement, il fuit dans l'ombre monde et il est tué par Helium. Exactement. Mais c'est comme ça dans le bouquin aussi. Il passe, en fait, alors qu'il est à l'agonie dans le monde réel, il passe dans l'ombre monde et c'est Helium qui l'achève. Et donc, du coup, tu retrouves son corps dans l'ombre monde, parce qu'évidemment, dans l'ombre monde, le quadrilla ne subit pas le choc ontologique. Et donc, du coup, tu retrouves son corps et tu prends une chance de le réanimer en allant carrément le chercher en enfer. Je trouvais cette scène extraordinaire, pas du tout prévue dans le bouquin. Pendant que je m'occupe de Helium. Pendant que toi, tu es en train d'occuper Helium. Ouais. Mais bon, en train de perdre contre Helium, on peut le dire. Oui, voilà, mais bon, c'est une façon de l'occuper que de me prendre des coups. Quoi. Et donc, j'affronte Brasier et... je tire Météor de l'enfer, je le ramène. Je suis quand même pas mal affaiblie par le poison. Je règle son compte à Ghost en l'assimilant. Voilà, j'ai décidé de le manger d'une certaine manière. Ça, c'est un des pouvoirs de ton armure, en fait, de récupérer... Ouais, plus ou moins, ouais. C'est ça, c'est un des effets. En fait, sur toi, la philonite ou les âmes... Je l'absorbe, en fait. Ça me fait un peu penser à la Soul River dans Legacy of Kain. Ah ouais, mais c'est complètement ça. Hein. Ouais, c'est à fond, je me suis complètement inspirée de ça. Ah d'accord, c'est à ça que je prends. Du coup, je t'ai demandé s'il continuait à vivre dans ton armure et tu m'as dit que non. Hein. Donc tu l'as tué. C'est un espèce d'esprit flottant. Voilà, c'est pour le style. Ok. Amir, durant cette bataille, Julien, tu voulais reprendre la parole juste en seconde. Oui. En fait, Keri-san, elle, a surtout un rôle de support pendant cette phase-là, où elle va retourner quelques
quelques vaisseaux contre leur chef et en fait vient soutenir Lexa et Météor qui ont déjà fait tout le boulot. Alors. Et notamment se fâcher parce que Météor était chargé de garder Erato, notre fille, et qu'il n'a pas résisté à aller se mettre au combat. Mais du coup, cette partie-là, je n'ai pas grand-chose à raconter. Alors que Milan, lui, fait le choix de partir loin de cette scène où on reste tous les trois pour Aqua City, une autre raison. Alors Milan. Oui, ben moi, alors comment se passe déjà cette petite scène sur ce combat? Comme tout le monde est allé faire son truc, je me retrouve seul face à toutes les unités, les petites unités. Tous les chasseurs, c'est clair. Et à un moment donné, il a 7 chasseurs au cul, il est tout seul, tout le monde est parti. Donc boum boum boum, je me prends la moitié de mes BM sur cette action-là. Je fais OK, je vais pas rester longtemps comme ça. J'essaie de faire de les contrôler, de les diriger un petit peu pour les tromper, histoire qu'ils se détruisent les uns les autres. Mais j'apprends en hackant un peu leur communication que William, je ne sais plus. Lithium est à Aqua City pour capturer Azilis. Donc j'informe mes compagnons et je leur dis que j'y vais. Donc je me retrouve très rapidement à Aqua City parce qu'on n'est pas très loin. Et en duel avec Lithium. Okay. Et en duel. Excusez-moi, j'ai soufflé sur le micro. C'est pas vraiment un duel, je veux dire. Je me retrouve là, je cherche Azilis, dans la toile de Lithium, on va dire. Voilà, je me prends un coup, je sais pas ce qui m'arrive. Attention à ton micro, Amir. Ouais. Quand je regarde, il y a le dragon Mars qui me donne un autre coup. Oui. Dans l'équipe de Ridger, on appelle ça occuper l'ennemi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est la façon classe de dire se faire poutrer par un quadrillage. J'occupe Lithium pendant qu'Azilis se fait enlever. C'est pas super bien stratégiquement ça, mais bon, voilà, ça se passe comme ça, et je perds connaissance. Lithium, je me réveille, Lithium est devant moi, toute la population qui essayait de s'enfuir quand j'étais encore réveillé semble être morte. Ouais, ça c'est. Donc il y a une discussion avec Lithium qui essaie de me ramener du côté de Miphos, on va dire. Ils ont raison et tout ça. Bon, j'hésite. Ça, je l'ai peut-être pas joué, mais pas bien joué, mais j'hésite à rentrer dans son jeu, à me laisser convaincre. Enfin, moi, Amir, en tout cas, j'hésite à faire ça. Finalement, je décide que non. Et donc, je lui réponds par la négative, et au final, il me laisse partir, même s'il me donne quelques informations. Que là, tout de suite, comme ça, je ne sais plus ce que c'est. D'accord, ouais. Très bien. Moi, ce que je voulais dire aussi avant de repasser la parole à Kerry et donc à Julien, c'est que ton rôle, parce que tu sembles dire, Julien, que ton rôle est marginal sur cette scène, c'est un rôle de soutien, mais si tu n'avais pas été là pour défendre les positions des vaisseaux et tout ça, j'aurais beaucoup plus insisté sur la force du nombre dans toutes les batailles, que ce soit dans la bataille avec Beryllium ou dans le combat contre Ghost. Alors que toi, j'estimais que comme tu occupais, en fait, et notamment... À un moment donné, tu sauves la vie. Clairement, le fait que tu déroutes, en fait, que tu prends le contrôle des vaisseaux et tu déroutes, tu changes les plans et tout ça, tu sauves en fait indirectement la vie de tes camarades. J'espère, il y a plusieurs moments où je te fais comprendre que si tu n'avais pas fait ça, ce serait mort. Quoi. Non, mais j'ai eu des choses à faire tout le temps et je prends l'impression d'avoir été utile. D'accord. Mais je n'ai pas touché au plot. Aux révélations, etc. C'était une scène de bataille assez classique où j'ai joué la quadrilla de vie. Est-ce que tu penses, justement, c'est ce que j'allais te poser, est-ce que tu penses que c'est lié au fait que ton personnage ne puisse pas tuer, ne puisse pas attaquer? Exactement. J'ai joué la protection et la manipulation. Et donc, moins les affrontements grandioses de Ridger ou de Lexa contre les grands méchants ou les enfers ou la cause désespérée de Milan pour essayer de faire face à un quadrilla. Finalement, j'ai pas affronté de quadrilla. Non. Je suis le seul à pas avoir affronté de quadrilla. Tu n'as pas eu un élément bien visuel spectaculaire sur le plot, mais tu as permis au plot de se faire en fait. Tout à fait, et notamment dans ce qui se passe après, ce que j'avais commencé à mettre en place, qui était une prise de contrôle et une désinformation en prenant l'apparence d'hélium, en détournant des croiseurs de leur objectif initial, en disant non, les ordres de Miphos sont changés. Enfin, toute la partie des informations a eu un rôle dans la deuxième partie, puisque en fait, ça n'était que la première phase de l'invasion et qu'il y avait une deuxième phase d'invasion qui est en train de complètement balayer la résistance. Et l'objectif, c'était de tenir. Et donc là, on a réussi à gagner quelques minutes, le temps qu'une aide providentielle nous soit arrivée. Un petit détail qu'on a oublié de noter quand même, c'est que Ridger a décidé de montrer toute sa vie à Helium et a juste révélé tout ce qu'on avait découvert depuis le début du jeu à l'ennemi.
Donc ça, je pense qu'il faut le garder. Mais t'as compris. Ça, oui. j'ai pas compris pourquoi t'as fait ça. J'avoue que c'est quand même une énorme prise de risque. C'était du donnant-donnant. C'était le fait que, comme j'avais fait une lecture sentimentale sur elle, et que j'avais appris des choses, qu'elle s'en était rendu compte qu'elle l'avait un peu mal pris. Mon idée, ça a été de dire, bah écoute, moi j'ai pas de problème à te partager, la même chose. Ton micro est en train de nous lâcher. T'as pas de problème avec l'idée de nous partager la même chose. C'est ton micro est en train de lâcher. Je sais pas ce qui se passe. C'est fou contact. Ok. Ouais. Donc tu voulais lui partager quelque chose en échange. C'est ça. De ce que j'avais fait, en fait, c'était plus une forme d'excuse, en fait, qui porte, enfin, qui était pas clairement donnée, quoi. Toi, tu te sens coupable et nous, on perd nos informations stratégiques. Ah, vraiment. Et donc, j'ai utilisé un point d'immersion pour en plus lui donner les renseignements que j'avais moi en tant que joueur, en plus des renseignements de mon personnage. C'est intéressant. Je pense que les maîtres de sens sont tous en train de s'étrangler dans cette seconde. Non, c'est permis, parce que dans Cosmo, tu peux donner des informations qui appartiennent à Antoine, donc au joueur de Ridger, à Ridger, et à condition que ce soit pas spectaculaire. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste dans les clous de la fiction et que ce soit cohérent. Le truc, c'est que moi, en tant que meneur de jeu, je savais absolument pas comment faire réagir Helium à ces données. Je savais pas. Il y a pas de vraie consigne. Je sais pas comment les quadrilles de Cosmo peuvent réagir à une telle stimulation. Je sais pas. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je pense que Ridger est un mauvais chef. Je pense qu'il faut qu'on remplace Ridger. Ouais. C'est un mauvais stratège. Même pas sur l'oreiller, il se fout à poil lui et il nous fout tous à poil en plus. Quelqu'un a suggéré que Milan prenne la place de Ridger. Pourquoi pas ? Moi, je vous avais dit que c'était une mauvaise idée depuis le départ. Vous n'avez pas voulu l'entendre. Il aura fallu 2 campagnes pour que tu démontres ton point. Effectivement. Donc, fin de la bataille spatiale, qu'est-ce qui se passe ? Fin de la bataille spatiale grâce à l'aide providentielle des hirondelles, des Némésis, sachant que dans l'infiltration, on avait réussi à faire alléger l'attaque planétaire de Miphos et que le président Ridger avait ordonné de tenir les positions plutôt que d'attaquer. Et de fuir, non ? À un moment donné, tu leur dis... de se replier, quoi. Je leur dis surtout de récupérer les survivants pour essayer de les sauver et d'abandonner Aqua City, quoi. Ouais, c'est ça. C'était ça mon plan. Et donc, à ce moment-là, arrivent les hirondelles, donc des Némésis, ces créatures de philonite où on a transféré des esprits humains, métallites. D'esprits humains dans des animaux, qui arrivent extrêmement efficaces et qui mettent un peu l'armée de Miphos en déroute. Et ce qui permet de récupérer le convoi qui cherchait à exfiltrer Azilis, et il nous emmène un peu hors du système solaire, en tout cas hors des grandes routes, pour trouver une grande porte sétentriesque. Une porte de transfert et sétentriesque, j'aime bien. Et telle qu'on en avait rencontré dans Sens Néant, sauf que là, elles existent dans Sens Chaos, Cosmo. Et donc, c'est la fin de la première épreuve. Ouais, excellent. Très bien. Bon, sur cette première épreuve, qu'est-ce que vous en avez pensé, votre bilan qu'est-ce que vous pensez ? C'est comme introduction à Sens Chaosmo C'était ce à quoi vous attendiez Alors, pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça un peu rude, le côté immédiat res de la bataille. Parce que je m'attendais vraiment après le marathon Sens Néant qu'on venait d'avoir et la grosse bataille, les 2 grosses batailles qu'on avait eues dans Sens Néant, c'est-à-dire la bataille dans la fiction, avec la fin du monde de Néant, plus la bataille contre Classis, aiguilleur, en tant qu'aiguilleur. Je m'attendais pas à ce qu'on se retape une bataille tout de suite. Direct après. Ouais. Direct après, et j'attendais vraiment un moment où... se débriefer, quoi. C'est ça, on se pose, quoi. Et ce côté immédiat res, moi, m'a beaucoup surpris, et j'ai même eu du mal à me mettre dedans. Alors, il y a aussi eu la façon dont on a de jouer
qui n'aide pas au truc et au fait que, comme on n'est pas dans une continuité régulière et qu'on fait des grosses sessions, rentrer dans le jeu demande toujours un petit peu, enfin en tout cas pour moi, demande toujours un petit peu de temps. Mais dans le coup, je me suis vu avoir, pour prendre ces réflexes-là de Rager, je me suis vu sortir les rames au départ. Et puis bon, petit à petit, ça s'est remis en place naturellement et les choses se sont refaites. Mais j'ai trouvé ça dur en fait comme introduction. Partagez l'avis d'Antoine, Julien, Amir, Audrey. Oui, moi, sensation effectivement, pour mon personnage qui avait accouché juste avant le début de Néant, ressortir de Néant sans avoir le temps de jouer une intermède familiale, et puis il y avait plein de trucs clairement que j'avais oubliés, parce qu'effectivement ça faisait 1 an qu'on était parti dans Néant en tant que joueur, et donc je ne me souvenais plus par exemple que Ridger était président, et quand l'amiral a fait président, qu'est-ce qu'on fait, j'ai fait mais il est président lui. Et du coup voilà, il m'a fallu un peu de temps pour me réajuster, et c'est vrai que là-dessus je pense que si on avait fait ce qu'on a fait plus tard, qui est de relire tous nos faits, ça aurait peut-être été utile, sachant que tu n'avais pas noté dans tes faits que tu étais président, donc en fait ça n'aurait pas changé grand-chose pour moi. Mais voilà, des choses comme ça sur lesquelles ça aurait été se réancrer un petit peu dans le monde de sens mort, en tout cas. Alors, dans la base, il est bien précisé qu'il faut le faire, la réinscription des faits, la réévaluation du miroir, etc. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai estimé que vous connaissiez très très bien les uns les autres en tant que personnage, en tant que joueur, suffisamment pour pouvoir passer cette étape, parce que je sentais aussi bien dans la création de personnage qu'on avait hâte de commencer. En tout cas, moi j'étais très impatient de commencer, j'avais vraiment envie de commencer. Je dis, allez, si on se tape encore. Mais en refaisant nos feuilles, on a revu un peu les faits. Après, effectivement, on a zappé certains trucs. Ouais. Julien. Oui, on a un peu ramé, et Ridger dit qu'il a ramé, mais il nous a retourné comme une crêpe un quadrilla de Cosmo dans le premier quart d'heure, donc c'est qu'il a ramé vite. Vite et bien. Audrey, ta sensation sur cette première épreuve? Ce qui a été difficile pour moi, c'est la différence de niveau d'esthétique. Putain, oui. Entre Néant et puis donc en fait entre le fait de jouer un septentrien, le fait ensuite de remonter d'un cran dans la fiction, de jouer Lexa qui joue une partie de jeu de rôle, tout ça m'a vachement branché, parce que on est en plein dans la compréhension du mystique des runes, de l'univers et tout. Et là, on se retrouve dans se projeter dans... Un combat. Alors oui, mais plutôt dans, je sais pas, quelque chose comme Star Trek ou Star Wars même. Star Wars. Heureusement qu'il y a eu des quadrillas qui se sont amenés, parce que moi du coup ça m'a raccroché le truc. Parce que dans le discours qu'ont les quadrillas, ils se placent à un autre niveau de fiction tout de suite. Ouais. Et pour moi, c'est un autre niveau d'esthétique, et ça aide bien à raccrocher les wagons. En fait, un truc qui est assez essentiel à comprendre, c'est que la plupart des tables, à ma connaissance, sont dans Renaissance très guerroyantes. C'est très baston, en fait, en vérité, Sens Renaissance, quoi. C'est très manga, shonen et compagnie, tu vois ce que je veux dire. Dans Sens Mort, on retourne dans une dimension peut-être plus sociale, avec des enjeux plus politiques. Sens Néant fait revenir un peu de conflit. Pour moi, Sens Mort, c'est très Blade Runner, en fait, comme esthétique. Oui, tout à fait. Mais c'est contemplatif, quoi, tu vois. Et Sens Néant, c'est un peu... Il y a quand même, t'as quand même une partie combat dans Sens Néant qui est pas négligeable. Il y a des gros combats dans Sens Néant quand même. C'est pas le fait d'être projeté dans un combat qui m'a gêné, hein. C'est la différence d'esthétique de la proposition de jeu, tu vois. Oui, d'accord. Ouais. C'est le côté space up. Mais pourtant c'est Sens, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Et pourtant j'avais l'impression que c'était. C'est pas comme on ça n'avait que pas je eu le de bataille spatiale jusqu'à présent. C'est peut-être ça. C'est le côté bataille spatiale qui te... Ouais. En tout cas, c'est vrai que passer directement de Sens Néant, les temples, les chants grégoriens, à les piou-piou, dans l'espace, c'est vrai que ça peut paraître un peu brutal. Pour moi, on est repassé vraiment sur Sens Renaissance. Bah voilà, c'est ça. On a refait un cycle. C'est comme si on avait fait Sens Mort, Sens Néant, et boum, on retombe dans la fiction de Sens Renaissance. Quoi. Dire, ouais, moi, c'est le mon ressenti. Exactement. Ouais.
C'est un peu la volonté du truc. Moi, vas-y, Amir, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, parce que, en ce qui me concerne, tout ça ne m'a pas dérangé personnellement. Le côté directement dans le combat, une médiaresse, comme tu dis, etc., ça ne m'a pas dérangé du tout. Le seul point qui m'a un petit peu dérangé, c'est au niveau des règles. Comme tu l'as remarqué, à un moment, il y a eu une explication. J'ai essayé de faire des choses parce que j'estimais, j'avais cru comprendre que mon personnage, ayant un gros boost en Cosmo, était capable de prendre relativement facilement en main les vaisseaux ennemis, etc. Et ça n'a pas été possible. Ou quand c'était possible, ça avait juste un petit bonus minuscule, une action également indice chez l'autre, quoi. Ouais. Et ça m'a frustré. Et pourtant, à la fin, tu finis par prendre... mais à la fin du combat, je comprends, Voilà. je comprends ta frustration. C'est pour ça. Moi, j'ai eu une grosse phase de réadaptation aux règles du jeu, en fait. Pendant pas mal de temps, en fait, j'étais vraiment parti dans l'idée qu'on allait confronter au cours de ces combats la rune de mort et la rune de vie. Et puis après le combat contre Beryllium, je me suis souvenu qu'en fait, c'était pas ça, Sens, tu vois. Qu'il y a un côté, non, c'est pas si simple que ça. C'est pas de la baston comme ça que le scénario attend. C'est justement le pirate informatique qui va pouvoir, avec son Cosmo, pirater les trucs et tout ça. C'est comme ça que tu te bats, tu vois, toi. Et surtout que Néant va un peu dans ce sens-là. Puisque Néant, on peut quasiment on choisit l'élément qu'on présente. Oui, complètement. Non, mais c'est moi, j'ai une petite phase de réadaptation aux règles et puis de compréhension aussi de ce que vous attendiez, en fait, tu vois, des scènes et tout ça. Moi, j'ai eu du mal à me mettre dedans au départ. Aussi parce que j'étais un peu en surcharge cognitive. C'est une épreuve extrêmement épuisante. T'as plein de trucs à gérer, t'as des bastons, t'as plusieurs niveaux de réalité, en fait. T'as la bataille contre Beryllium, t'as la bataille navale, t'as les enjeux autour de ce qui se passe à Aqua City à gérer, sachant que vous pouvez passer dans l'ombre monde en plus. Donc vous multipliez tous les champs par 2. Donc en tant que meneur de jeu, en fait, t'es vite dépassé un peu par les événements. Et par exemple, tu vois, quand je te parlais, Amir, il y a une fois sur 2, j'étais en train de penser à ce que Lexa venait de faire et aux conséquences que ça pouvait avoir. Mais ça, quiconque a maîtrisé des parties de jeux de rôle traditionnelles connaît cette surcharge cognitive-là. Mais alors, dans ce sens, totalement. Quand tu sais que t'as des joueurs qui sont dans l'ombre monde, le nombre de fois, par exemple, j'ai été impressionné dans cette partie par le nombre de fois où on est revenu en arrière sur le contenu fictionnel. On a dit « Ah mais non, c'est pas possible parce que en fait, j'avais oublié que lui, il est dans l'ombre monde, que machin... » Et ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose, tu vois, du point de vue du système, qui fait que ce scénario-là, il est très très lourd. En fait, pour moi, ce scénario, il souffre énormément de ce que Flavie avait théorisé dans le podcast sur le cinéma. Pour moi, en fait, ce début de scénar, il ressemble énormément à l'introduction de Star Wars 3. Le film Star Wars 3, où Obi-Wan et Anakin sont dans l'espace autour de Coruscant, et où, en fait, on commence par un début in media res directement, par une grosse baston. L'idée, en fait, c'est de faire comprendre que sans Cosmo Chaos, c'est la fin de quelque chose. C'est en même temps que c'est le début de Renaissance, c'est aussi les bugs sont tout puissants. Ils débarquent en pleine bataille spatiale, ils font tout péter. Enfin, je veux dire, c'est vrai, vous avez défoncé l'armada de Ghost quand même. Enfin, à 4 vaisseaux, vous avez tout ruiné, quoi. Mais ça fonctionne bien au cinéma. Ça fonctionnerait bien éventuellement dans un jeu vidéo. Mais en jeu de rôle, c'est très lourdingue. Enfin, c'est très lourd en termes de système à prendre en main, etc., etc. Tu vas avoir des maîtres de jeu qui sont ultra motivés, ultra... Tu vois, je pense que tu mets un mec comme Maxime, des gens comme Jérôme et tout sur des scènes comme ça, ils vont pouvoir gérer, quoi. Mais moi, par exemple, c'est des trucs... maintenant, je suis plus trop capable... Quand j'étais jeune, étudiant, machin, je faisais ça, mais aux petits oignons et tout, je te faisais du Saint Seiya et tout. On jouait pendant 12 heures d'affilée, on affrontait tous les dieux de l'Olympe, quoi. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile à jouer pour moi. Julien. Je pense que sur ce type de scène-là, c'est très important de ne pas respecter un découpage chronologique précis. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent en quelques secondes et puis beaucoup de choses qui se passent en 5 minutes et que ça fasse une ronde pour chacun, en fait. Et ça, je trouve que ça a fonctionné plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y avait une discussion entre Beryllium et Ridger qui durait 3 rounds. Et en fait, en 3 rounds, on faisait complètement autre chose. Il y avait 2 échanges de tirs. Enfin, là-dessus, de le faire vraiment cinématique d'une certaine manière. Alors, ce que tu appelles une discussion, c'est au moment où elle essaie de me tuer, c'est ça ? Beryllium, oui. Mais tu as eu le temps de discuter, tu as eu le temps d'intensifier, tu as eu le temps de... Chaque intensification, tu gagnais 1 minute de parole, quoi. C'était pas...
Oui, mais c'est l'esthétique de Sens qui fait ça. Oui, tout à fait. Mais ça permet, moi je trouve au contraire que la scène, moi je me la suis bien représentée comme une scène de film avec des petites incohérences de temps, mais c'était pas grave. D'accord. On y va sur la deuxième épreuve. Vous traversez le portail. Donc on traverse le portail et on tombe sur Galahad, c'est-à-dire dans un espace qui n'existe pas, qui est un peu le trou noir du centre de la galaxie, où il n'y a pas d'ombre-monde, et suspendu au-dessus d'un cube de sens énorme, Antoine mime la tête. dans le puits gravitationnel, une cité reliée au cube par des chaînes, une cité de Philonite, on va le découvrir au fur et à mesure, où l'impossible d'une certaine manière se produit. Et qui est la base occupée depuis plusieurs centaines d'années par des némésis, c'est-à-dire... Ces fameux êtres humains dans des corps d'animaux de métallite. Voilà. Donc, concrètement, visuellement, un némésis, ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être un lion, ça peut être un oiseau, une souris, etc., etc. Mais ils ont des corps de métallite qui peuvent modeler pour devenir humanoïdes. Et donc, quand ils ont leur corps humanoïde, ils ressemblent un petit peu à ces méchants dans Stargate, le film Stargate. Moi, j'ai pas vu la série. Mais dans le film Stargate, là, c'est espèce de... En fait, ils ressemblent à des dieux égyptiens, tu vois, avec des corps humanoïdes et des têtes d'animaux, etc., etc. Donc, on apprend que le Némésis, c'est une organisation qui s'est mise un peu au banc de la société après une période d'éco-terrorisme important. Actif sur Séléné. Ouais. Actif sur Séléné, qui essaye de développer dans cette base une espèce d'arche de Noé et surveille de loin ce que font les humains avec des dissensions politiques internes fortes, mais que un des membres du Némésis, le renard qu'on avait croisé... Qui est devenu l'ami de Lexa. En particulier, que Lexa avait croisé dans le sens mort. A réussi à les convaincre d'intervenir pour nous filer un coup de main dans cette bataille. On est assez vite conduit, tout en analysant un petit peu la base qui nous entoure, vers leur chef, qui est un lion, qui était était un humain qui s'appelait Williamson, et qui répond en échange d'informations sur la Philonite et sur ce qu'on a vécu, à un certain nombre d'informations, et qui nous permet de revivre un petit peu la vie du début du Némésis, sa proximité avec Stentor Quadria, donc le père de Miphos Quadria, et donc tout ce qui s'est passé un peu avant la naissance de Miphos et dans la jeunesse de Miphos. Il se trouve que c'est aussi le parrain de Miphos, et à travers des lectures sentimentales plus tard, on apprendra qu'il en était beaucoup d'affection pour Miphos, et qu'il y a quelque chose autour de ça qui se joue, et qui explique aussi pourquoi est-ce que le Némésis a eu une position un peu attentiste comme ça dans la guerre des immortels. Et combien ça lui... combien ça a dû être difficile aussi pour le renard de le convaincre d'intervenir. Mais je pense que le fait que vous soyez capable d'user de la Philonite grâce au personnage d'Amir, donc Milan, qui commence maintenant à complètement maîtriser l'outil Philonite, en fait, ça doit jouer pour beaucoup aussi, parce que lui, il a intérêt à inviter des gens qui savent manier la Philonite, parce que toute sa base est faite de Philonite et qu'il ne sait absolument pas, en réalité, la nature du trône sur lequel il est assis, quoi. C'est ça qui est... On apprend à ce propos beaucoup d'informations effectivement sur la Philonite, comment c'est lié à Mars, à une molécule, enfin un élément... La métallite, oui. La métallite, comment c'est lié à Mars, à l'Aleph fer, qui est un élément qui n'existe pas dans le tableau périodique de Mendeleïev, et à son utilisation pour créer des espèces de cellules souches biomécaniques. La perle, on appelle ça. Développées par Stentor Quadria. Puis réutilisé massivement. On apprend comment Williamson en fait a simplement rajouté la possibilité de transférer un esprit d'un corps à un autre. Ça va traverser simplement, et qu'il est aussi à l'origine de Dreamster, c'est-à-dire ces cuves de rêves artificiels qui occupaient un quartier entier de la Lune. Et puis il nous raconte donc un petit peu sa vie. On parle aussi du poison qu'a réussi à inventer Miphos et qui a permis de tuer Chrysaor Orion, qui est l'apopstase. Qui est en fait un poison qui liquéfie littéralement la métallite. Parce que les cellules de métallite n'ont donc pas de mécanisme, ne sont pas programmées pour mourir, en fait, tout simplement.
Et l'apopstase permet de réactiver en fait le désir de mort chez ces cellules, en fait, en quelque sorte, en tout cas le programme qui les fait mourir. Et donc il peut faire mourir comme ça automatiquement, liquéfier littéralement la métallite. Donc ça veut dire que potentiellement toutes les créatures Némésis, qui sont donc des êtres faits eux aussi de métallite, sont potentiellement tuables comme ça par Miphos. Ce qui joue aussi peut-être dans les craintes du lion et dans l'utilité de se rapprocher un peu de la résistance. En même temps, c'est à double tranchant parce que je pense Et il est d'ailleurs extrêmement intéressé par le fait de récupérer les restes de Chrysaor Orion, puisque effectivement toutes sont... Alors ça, non, c'est Renban. C'est le personnage de... D'accord. Tu confonds avec Renban, le nouvel administrateur de Sydney, qui a fait une obsession sur la récupération du corps de... C'est pas le lion qui vous a parlé de ça. Très bien. Et donc on va en apprendre à travers la discussion avec Williamson, et aussi on va faire pas mal de lectures sentimentales derrière sur la base. Sur Galahad. Beaucoup sur l'état d'esprit et les liens affectifs et psychologiques qui lient la mère de Miphos, l'empereur, le père de Miphos, et la centaure, et Williamson, et comment est-ce que tout ça formait une petite famille avec des difficultés une famille bien dysfonctionnelle. Bien dysfonctionnelle, mais qui explique aussi... les problèmes de GNS dans cette famille. Voilà, il y a des problèmes clairement d'affectivité. D'affectivité, à tout le moins. Donc voilà. Et ça vous permet de découvrir l'enfance de Miphos finalement, tout simplement. En fait. Et surtout le seule fois où Miphos sourit, et la seule personne avec laquelle il semble s'être lié affectivement, qui est Williamson, qui lui a aussi transmis un goût immodéré, on peut le dire, pour la science. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais à la suite et ensuite il va y avoir toute une partie recherche, ombre-monde et lecture sentimentale qui va nous amener à explorer beaucoup plus la métaphysique de la base. Découvrir des divergences entre l'ombre-monde et la réalité bien plus ancienne que ce qu'on pensait, parce qu'on pensait que les répercussions n'avaient commencé qu'avec notre naissance. En fait, on découvre que la base a été abandonnée dans l'ombre-monde 300 ans plus tôt, et donc qu'il y a des répercussions qui remontent à bien avant. On a des informations, on sait que l'ombre-base a été visitée par... Hélium et lithium. Et hydrogène. Et hydrogène, pardon. Voilà. Et puis en cherchant un petit peu, on découvre un certain nombre de choses assez choquantes. D'abord, dans l'ombre-monde, les Némésis sont partis sur une planète dans un autre système solaire, comme pour repeupler une nouvelle planète. Mais dans l'ombre-monde, ils ont été effacés. C'est-à-dire que c'est Milan qui découvre qu'il y a des bugs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, okay. Bravo, quelle découverte. Il y a des bugs dans le sens? Non. Qu'il y a des erreurs de reprogrammation. Mais donc, il est possible de reprogrammer le Cosmo Rebirth, enfin l'ombre-monde. On découvre aussi que... Miphos est mort. Dans l'ombre-monde. Que Ombre Miphos est mort. On découvre que Hélium et Hydrogène avaient éventuellement, surtout Hydrogène avait l'intention de faire un putsch éventuellement sur Miphos s'il devenait trop puissant. Enfin, beaucoup de choses se révèlent qui font que c'est pas évident. Dans le même temps, on découvre aussi que Milan serait capable de prendre le contrôle de la base et éventuellement de la faire plus ou moins monter ou descendre dans le puits gravitationnel, jusqu'à permettre de jouer sur la distorsion temporelle pour pouvoir nous gagner des années quand il se passe quelques minutes. Voilà, en fait, l'idée c'est de l'accélérer, d'accélérer la rotation de la base pour que, grâce aux éléments de la relativité générale, la vitesse dans la base soit telle que le temps, entre guillemets, parce que c'est relativement à ce qui se passe sur Terre, s'écoule moins vite dans la base que sur Terre. Plus exactement, que vous puissiez passer beaucoup de temps dans la base et en ressortir et qu'il ne se soit pas passé énormément de temps sur la Terre. On apprend aussi que donc la planète lointaine, c'est Keplerion. Donc et on apprend que... Attendez, je suis en train de me dire que c'est l'inverse dans la relativité. On s'est complètement planté là-dessus. C'est l'inverse dans la relativité générale. En fait, sinon, c'est pas grave, on s'en servira comme piège pour attirer les quadrillas et les ralentir. Mais en fait, je suis en train de me dire qu'on a bugué là. C'est pas plus tu vas vite et plus le temps relatif. C'est plus le temps passe vite pour les autres.
Tant que la convention est la même à la table, après, on s'en fout. Oui, on s'en fout. On peut dire, en gros, tu trouves une astuce de Cosmo pour que le temps s'écoule moins vite dans la base. Soit c'est plus bas, soit c'est plus haut. Mais Oui. Après... Le but, c'est ça. Ouais. Ah oui, et on a aussi appris que Williamson souhaite travailler sur un organisme capable d'avoir tous les sens des animaux. On en a appris un peu plus sur la métaphysique, enfin, en tout cas sur les croyances du Némésis, et éventuellement on pourrait imaginer s'en servir comme corps pour Asilis. Voilà. Tout ça, ça nous a amené un certain nombre de discussions et de réflexions sur qu'est-ce qui s'était passé et quelle était la chronologie des 200 ans qui suivent. Il y a aussi un événement dont tu n'as pas parlé qui, moi, me semble important, qui est le fait que dans la fiction de Néant, mon personnage, on a vu un cube géant apparaître dans le ciel, et que mon personnage de Sens Néant à l'époque, Bulle, a attaqué ce cube géant de toutes ses forces de manière à créer une marque dessus, quoi. sur ce cube. Ouais, il avait marqué son territoire. Et en fait, le cube qui est dessous la base, quand on arrive, on s'aperçoit qu'il a la même marque. Et t'as dit que c'était de la rouille, donc c'était humide. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'était une attaque d'eau. C'était une attaque d'eau, voilà. Ok. Donc effectivement, il y a la présence aussi de ce cube que vous aviez croisé dans Sens Néant et que là vous retrouvez au centre du trou noir de Galad, au nœud de la singularité en fait. Ce qui veut dire aussi que la fiction qu'on a jouée avec Classis a des répercussions dans la réalité. Ah bah ça, oui. Mais c'est si vrai on qu'on en pouvait doutait, en douter. Oui. Si on en doutait, en tout cas, ce n'est plus le cas. Ouais, effectivement. Il y a un autre point aussi, c'est qu'en utilisant des quantités astronomiques de points de rayonnement, on a réussi à remonter très loin dans l'histoire de la base, et notamment probablement au moment où elle était habitée par les gens de la cellule. Et on a entendu parler de quelqu'un qui donnait un cours de programmation du cube qui portait le même nom que l'un des cuves de Dreamster. Prisonniers de Dreamster. Des prisonniers de Dreamster. Que l'aiguilleur vous avait montré. Ouais. Et sur lequel il y avait qui s'appelait Julien Falconet. Voilà, donc figurez vos noms de joueurs. Et non pas eu des personnages, on est bien d'accord. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième épreuve ? Lexa, tu as eu beaucoup de mal à tenir hier soir dans la longue discussion avec le lion. La question que je vous avais posée ce matin et que j'aimerais reposer dans ce podcast, qu'on a un peu fait le podcast avant le podcast, c'est est-ce que vous pensez que, vous savez, dans les jeux de rôle, il y a souvent ces scènes où où vous rencontrez un grand PNJ, vous êtes assis en face de lui, en fait, et puis la seule question qui vous est posée, c'est quelle question, en fait, je peux lui poser et quelle réponse je peux obtenir de lui. En fait, c'est un peu une espèce de scénario d'enquête où vous avez un grand personnage à interroger, finalement, c'est un interrogatoire, en fait, tout simplement. Et est-ce que vous pensez que c'est suffisant ce type de scène pour engendrer du maelstrom, pour faire un bon scénario, entre guillemets, pour une bonne partie de jeu de rôle, je veux dire ? Oui, effectivement, on a commencé à discuter un petit peu de tout ça. C'est vrai que le danger d'arriver devant un personnage qui détient un peu toutes les réponses aux questions qu'on se pose juste depuis 15 sessions, c'est que, et qui est bienveillant et donc qui est prêt à nous les risques, c'est que de se retrouver à avoir une lecture pendant 1 heure de tous les secrets. Littéralement la lecture du livre, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'en termes d'expérience ludique, c'est souvent un peu compliqué, c'est facile de décrocher. Outre l'effet un peu soufflé, mais ça, c'est un autre problème. Je pense que c'est important que... on garde l'impression qu'on y a fait quelque chose. Dans les jeux tradis, souvent, on va faire un jet de dés à ce moment-là. Alors, c'est qu'un jet de dés qu'on est à peu près sûr de réussir, peu importe, mais ça donne l'impression par synesthésie qu'on participe, on agit pour obtenir ces informations-là et que c'est bien à nous qu'elles nous sont données et pas juste lues au public. On les a gagnées, dit Amir en dehors des micros. Audrey. En fait, alors moi, je trouve que ça marche pas tel que ça a été fait. Je trouve que la bonne solution dans ce cas-là, c'est que ce ne soit pas un interrogatoire, mais que ce soit un dialogue. Parce que peut-être que lui, il a des questions à nous poser.
Ouais. J'ai essayé de vous poser pas mal de questions. Sur Classis notamment. Après, quelquefois, on est un peu nombreux, donc c'est pas toujours évident. Tu vois, on joue 4 personnages, t'es tout seul pour poser des questions, et souvent, le personnage, le PNJ pose des questions, mais il les pose au groupe, il les pose pas à quelqu'un en particulier. Il s'adresse pas à un personnage en particulier. Ça, c'est peut-être... Il y a ça. Alors, il y a ça. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que les questions que je pose, on a la réponse parce qu'on l'a joué ensemble. Oui, c'est qu'on peut ça, répondre, c'est pas grave. on lui dit ce qu'on sait. On lui dit ce qu'on sait, ouais, c'est ça. Mais non, mais peu importe, parce que ça pourrait même être des questions personnelles. Après tout... mais là, vous n'êtes pas intime avec lui, c'est pas un intime, tu vois. Mais on s'en fout, on est dans l'échange d'informations. Ce type, il a aussi des intérêts stratégiques à commander son peuple, à commander le conflit qui vient, à s'y mêler ou pas, à savoir qui on est, nous, véritablement, parce qu'on est quand même le Conseil de la Résistance. J'ai essayé de jouer ça aussi. Tu vois, en tant que personne... Il y a des moments où, tu sais, justement, il y a des moments où j'ai dit pourquoi est-ce que c'est lui le président. J'ai essayé de dire qui est le chef. Tu m'as posé des questions, voilà. J'ai essayé, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, non. C'est pas une attaque, encore une fois. Tu nous as demandé ce qui, pour nous, aurait pu améliorer ce type de scène. Donc, je réponds, moi, en tant que joueuse, ce qui me paraît être intéressant. Pour que moi ça soit plus facile, quoi. Parce que ça toi, je t'ai senti mieux. vraiment. Ouais, ça m'a un peu. Ouais, c'était en fait. Disons qu'il y avait quand même. On débarque avec Azilise, que vous avez pas trop mentionné, mais pour mon personnage, en tout cas, c'était très important de pouvoir sauver Azilise et de lui trouver un asile, un endroit sûr pour pouvoir la mettre en sécurité, temporiser la guerre, etc., etc. Donc on sort d'un conflit armé où on a quand même essayé de jouer aussi des trucs sur la stratégie du conflit, sur comment désamorcer. Tu avais fait une carte avec un plan, avec des pions et tout. Et là, tout ça, on joue plus du tout ça. On passe c'est complètement. Une autre épreuve. Oui, d'accord. Mais il y a une continuité quand même. Une continuité entre les personnages, une continuité dans la narration. Voilà. Donc je sais plus ce que je voulais dire. D'accord, ouais. Donc toi, en fait, ce que tu aurais voulu qu'on joue, c'est plus les conséquences avec Azilise et compagnie, ce long dialogue là. Alors, je pense qu'en mêlant ça avec des questions un peu plus existentielles que nous pouvions avoir, en tout cas pour moi, ça m'aurait bien aidé. C'est intéressant parce que j'avais l'impression que dans Sens Néant, t'avais bien aimé justement ces moments de discussion avec les grands personnages qui vous permettaient d'avancer dans la métaphysique du jeu et tout ça. Et là, alors que là, en revenant dans Sens Cosmos... Ouais, mais ça, c'est peut-être un problème que j'ai moi en tant que joueuse, c'est-à-dire que dans Sens Néant, on avait aussi plus de conversations et d'échanges de PNJ à personnages. Tu vois, même si on est toujours tous les 4 autour de la table, personne ne va faire... Là, c'était que des trucs adressés au groupe, c'est hyper impersonnel en fait. Il faut dire aussi que... Et comme j'étais un peu fatiguée, me mettre en avant pour choper le truc au vol. En plus de ça, je suis pas la chef de groupe, c'est pas moi qui ai le plus en cosmo, ni rien, donc bon... Tu te sens mieux dans l'action que dans la discussion, de toute façon? Non, pas forcément. Tu vois, dans le sens... c'est pas vrai, on peut pas dire ça. Dans le sens chaos, c'est pas ce qui s'est... je sais plus. Dans le sens mort, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. J'ai eu des rapports personnels avec Wilfried, j'ai eu des rapports personnels avec Finn, avec l'aiguilleur, etc. Donc, mais là, j'ai trouvé que c'était plus difficile. Bon, alors évidemment, je suis arrivée fatiguée aussi, donc ça, c'est clair que ça aide pas du tout. Voilà. Antoine, je lance juste une idée. Est-ce que pour ce genre de scène, c'est pas mieux d'avoir une scène off où on serait tous les 4 avant? De manière à préparer entre guillemets, se discuter ensemble pour préparer cet entretien, pour savoir pour chaque personnage faire un tour de table et dire moi mes enjeux ça va être ça et moi mes enjeux ça va être ça, et se dire comme ça on prépare un petit peu ce qu'on a envie de lui dire et quels sont pour nos personnages chacun les enjeux. Mais là, comme on est arrivé dans la base et pouf, tout de suite on est parti à cette présentation, peut-être qu'une temporisation. Alors là, je ne sais pas. Alors là, je suis désolé, mais c'est pas vrai. Je vous ai laissé en fait le temps. Je vous ai bien dit à un moment donné entre le portail et la base. Je vous ai dit,
vous avez du temps, vous avez 30 minutes au moins ou plus. Sous-entendu, en tant que PJ, vous savez que vous allez rencontrer le lion. Vous le savez, vous l'avez dit, le renard. Ouais. Donc vous aviez largement le temps en fait de préparer tout ça. C'est pas pareil de se dire vous avez le temps de préparer tout ça entre la passerelle et la salle du trône et on vous propose un élément fictionnel du type une maison, quelque chose, un endroit dans lequel vous allez pouvoir vous poser et vous allez pouvoir prendre le temps de préparer ce truc-là. Là, on était toujours... C'est mon ressenti, dans la prolongation de l'action en fait. Il n'y a pas une seule fois au cours de cette partie, ces 2 épreuves, où donc ce week-end, où on a joué la cohésion de groupe, les échanges de groupe. Pas une fois, en fait. Ouais, mais c'est pas ma faute. Mais c'est la faute de personne. Je m'en fous, c'est pas ma faute. C'est-à-dire que moi, à plusieurs moments, j'ai proposé en fait des scènes et tout ça. Là, c'est parce que je pense que vous étiez aussi intéressé par l'enquête en fait. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se nouent. Sur la question de cette scène-là, pour finir de répondre là-dessus, moi j'ai eu le même effet avec Williamson que j'avais eu avec Classis pendant Néant quand il nous parlait. C'est que d'un seul coup, il y a des informations qu'on aurait pu avoir beaucoup plus distillées et sur lesquelles on avait eu beaucoup de « mais il vaut mieux ». Et qu'on aurait... Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Jusqu'à l'épreuve 4. Et qu'on aurait pu savoir et qui aurait pu être beaucoup plus distillé. Donc je pense que si je m'assurais, je ferais attention à ces 2 scènes-là pour distiller davantage les trucs et que donc au moment où on rencontre la personne, il n'y ait que les informations qui fassent clé de voûte qui manquent. Pourquoi ça a été fait, ou toi, le sens derrière certaines actions. Ou derrière après, certaines ça reste incohérences. cohérent aussi. Tout à fait. Juste par rapport à ça, personnellement, j'ai l'impression que, on va dire qu'on a fait 20 épreuves jusqu'à présent, tout sens confondu, 3 fois 6, 18, plus 2 là, 20 épreuves. Il y a, je sais pas combien de centaines d'informations possibles. Il en a distillé beaucoup, mais il y a tellement d'informations dans ce sens, et de contre-informations, et de fake news, limite, que c'est compliqué, quoi. Audrey opine du chef. Oui, mais par exemple, le fait que quand on a entendu parler de Dreamsters, on aurait pu glisser sur le fait que, tiens, c'était un certain Williamson qui avait... Je vous l'ai dit. Oui, on le savait. On l'a su à sens mort. Les easter eggs dans Sens, je vous les ai tous faits, quoi. Tous les trucs étaient placés. Le coup, quand je vous dis à un moment donné, vous saviez que l'ancêtre de Néméo avait été dépêché sur Ice Hill parce qu'il y a des extraterrestres qui ont soi-disant implanté une installation qu'ils cherchaient, que l'archéologie tout est placé en fait dès le départ pour que le joueur qui est malin et qui a tout noté puisse se dire c'était écrit, il l'avait prévu. Mais il y a tellement d'informations qu'effectivement on se noie en dessous, on est noyé. Ça c'est complètement vrai. Et après c'est vrai que comme on joue vite, mais de loin en loin, c'est plus compliqué. En fait. Ouais. Et ensuite on avait un problème de cohérence de groupe parce que Néant, on l'avait joué comme des mercenaires. Il n'y avait aucun esprit de groupe dans Néant, mais rien. Les personnages n'ont pas échangé un mot. Les joueurs un peu. C'est vrai que c'est comme s'il fallait remettre un moteur en marche. Mais les personnages n'avaient pas échangé un mot de tout. Enfin, vraiment, on avait chacun... Effectivement, Audrey a raison. Son personnage avait eu plein de scènes, mais dont on était totalement absent. Et elle avait joué son aventure, et chacun, on avait joué notre aventure dans notre coin. Et là, on se retrouve à nouveau à jouer de groupe, en fait. On se remet à nouveau à jouer en groupe, dans un truc où on est poursuivi en avant, où effectivement elle a sauvé Météor, mais il n'y a eu aucun temps où on a pu vraiment en discuter. C'est clair, tu as sauvé Météor, donc tu as sauvé la vie du mari de Kerry ou de son conjoint, et à aucun moment vous avez eu même le temps en tant que personnage de vous dire merci en fait. Bah non, puis c'est même une remarque que j'ai fait plusieurs fois à la table, je dis Bah alors, ouais. Me dis pas merci surtout, tu vois. Enfin, c'était oui, mais il ne sait pas à quoi il doit dire merci en fait. Bah, tu lui as pas dit ce qui s'était passé. J'ai pas vu, moi, je suis arrivé après. Mais tu vois, ça me prouve qu'il n'y a pas le temps. Parce que peut-être que Météor... Enfin oui, j'ai pensé que Météor l'avait dit, mais... Où vous avez pas pris le temps de le faire. Tout à fait. C'est ça le truc. C'est pour ça que je dis, j'y suis pour rien. Parce qu'à vous écouter seulement, on pourrait croire que c'est de la faute du scénario ou de la faute de ma maîtrise. Mais en fait, en réalité, je vous ai laissé le temps, mais vous avez préféré faire autre chose. Je lève le souci, je ne présume pas de qui doit résoudre le problème ou de... Voilà. Non, c'est pas pour toi, je dis auditeurs. Je dis juste que moi, ça m'a vraiment pas aidé. Voilà. Ah ben ça, c'est sûr. D'autant plus pour toi qui met de l'importance en fait aux relations interpersonnelles dans le groupe et tout ça, quoi. Et effectivement, on n'a pas pris le temps parce que... En fait, on a 6 mois qui ont suivi. Et on n'a toujours pas pris le temps de faire cette discussion de base. C'est génial.
Il y a aussi un goût pour les belles scènes que tu as, et qui sont des scènes à deux. Et tu l'as dit d'ailleurs, les quadrilles, on peut les affronter qu'en duel. Oui, ce qui fait qu'on est tous en groupe en formation serrée, et il y a un quadrilla qui débarque et qui arrache Ridger au groupe. Et il y a une scène dans laquelle on ne peut pas intervenir, il est carrément parti à l'autre bout de l'armada, dans un vaisseau. Et du coup, on ne peut pas intervenir là-dessus, il va se passer 3-4 rounds pendant lesquels on attend, et où Ridger va vivre quelque chose. Tu vois, il y a aussi des effets de jeu qui nous séparent dans. Et là, je vous parle de la deuxième épreuve. Ça, je suis d'accord pour la première épreuve. Oui, mais là, c'est vrai que c'est écrit comme ça, tu vois. Sûr. Parce que le but, c'est de remettre en fait chaque personnage en valeur, de montrer comme vous êtes des héros en fait, même individuellement, pas uniquement en groupe en fait. Et c'est là que l'esprit de groupe revient. C'est peut-être là, là le truc, c'est que... c'est pas propre au jeu de rôle, enfin c'est pas bien pour du jeu de rôle ça. Moi, je pense. C'était peut-être le coup justement de remettre le groupe au centre de l'histoire, parce que sur Néant... Oui. Alors, sur notre partie de Néant, je dis pas que c'est quelque chose de général, mais sur notre partie de Néant, comme disait Julien, effectivement on avait des personnages individuels, et d'autant plus que moi, sur Néant, j'avais un personnage qui n'était pas clivant, comme je peux l'avoir sur la fiction de Sens, dans lequel je vais avoir des gens qui vont prendre parti pour moi, prendre parti contre moi, et Ridger, il prend des décisions fortes, quoi qu'il arrive, parfois extrêmes, ce qui permet de générer quelque chose autour aussi de ce personnage-là, et de créer de l'interaction autour de ce personnage-là. Ce qui n'était pas le cas dans Néant, où on avait chacun notre personnalité, et on n'empiétait pas du tout sur la personnalité. Ton micro déconne. Sur la personnalité des autres. Il y a un faux contact dans ton cas, je pense. Mais t'inquiète, on a entendu à peu près. Julien ? Oui, c'est ça. Je pense que effectivement, peut-être, quand on reprend nos personnages, ce serait bien de rappeler les thématiques interpersonnelles. C'est ce qu'on disait avec les faits qu'on n'a pas rappelé. Mais plus que les faits, rappeler qu'est-ce qu'on a envie de jouer, peut-être, tu vois, faire un peu dehors, un peu de contrat social. On va reprendre une partie de Chaosmo. On a joué des personnages pendant 3 saisons. Est-ce qu'on refait un peu de contrat social pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de jouer en tant que joueur? Est-ce qu'on laisse complètement de côté les relations interpersonnelles pour finir le jeu? Ou est-ce que le jeu est un prétexte pour créer un groupe qui est cool? Enfin voilà. Et là, ça aurait été bien de mettre au clair ça. Vous aussi, ouais. Moi, je pense que c'est quelque chose que. Ouais, intéressant. Réfléchi, quoi. Très, très, très intéressant. Donc, conclusion sur cette deuxième épreuve. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu, des scènes qui vous ont intéressé, même s'il y a eu cette difficulté-là? Antoine, tu voulais aborder des choses, j'ai l'impression que tu as peur de ne pas avoir le temps de le faire. Non, j'ai plein de choses qui, vas-y. Moi m'intéressent. C'est le côté vraiment réflexion sur où on se trouve, qui sont les quadrillas, comment est construite la chronologie de Sens. Au moment où on découvre que Myphos finalement, le Myphos de la réalité est sûrement en train de changer l'ombre-monde en permanence pour que ça colle à la réalité, et que on se trouve avec un ombre-monde finalement qui n'est qu'une vaste blague, parce que c'est pas du tout le miroir de la réalité, c'est le miroir de la réalité tel que Myphos le reprogramme à chaque fois pour que ça colle, quoi, et pour que ça continue pour que cette espèce de fiction qui délivre au monde, et ce mensonge puisse continuer à vivre. Enfin, moi, ça a des implications derrière politiques. Je vois tout ce que ça tire. C'est absolument génial, parce que ça renverse complètement, pour moi, toute la métaphysique de l'univers. Et ça, c'est pour moi la révélation. Et la place qu'on a à y jouer aussi. Parce qu'on découvre, on se pose à un moment donné des questions sur est-ce qu'il y a eu des bugs avant nous, puisque finalement les quadrillas de Cosmo ont existé bien plus tôt que ce qu'on pensait. Du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres bugs, et si c'était le cas, qui étaient ces bugs-là, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'est absolument pas au courant? Pourquoi est-ce qu'aucun des immortels ne nous a mis au courant? Voilà. La cité de Philonide. Des questions là-dessus, quoi. Julien. Il y a une cité de Philonide, ouais, quand même. Julien, même si on peut avoir un doute pour Ghost, qui a l'air d'avoir de la Philonide comme les bugs, mais pas de l'avoir travaillé, comme si personne ne l'avait accompagné. La question... Oui, c'est ça. Et surtout, le fait que cet ombre-monde est une
programmation en fait. Donc ça veut dire que ça se programme. Donc notamment pour Kiri qui se pose la question de se sacrifier en étayant les ordinateurs. En fait non, parce que si ça se programme, ça veut dire qu'on peut le changer, puis qu'on peut on peut le détourner, en faire qu'un univers virtuel et pas du tout en faire un univers de déterminisme de la réalité. Ouais, enfin un autre monde en fait. Qu'elle peut en faire sa maison et que ce soit simplement un monde parallèle. Un monde parallèle. Deux mondes en contact. Qui vivent sa vie comme Internet ou comme n'importe quel. Et l'autre chose aussi qu'on a appris qui va un peu dans la perte de légitimité de Miphos, c'est que sa première nomination, c'est un chantage de Stentor Quadrilla pour finir quelque chose qu'il avait déjà fait, qui était la mise en place de Métallite dans l'Empereur. Oui, c'est qu'en fait, il n'est pas élu de la fédération, il n'est pas élu chancelier, il est nommé chancelier la première fois en tout cas. La première fois, ensuite il est réélu. Et donc, comme il est nommé chancelier sur une arnaque, non, ça peut jouer aussi politiquement contre lui. Ouais. Et puis il y a ce qui nous a mis quand même le pied à l'étrier, c'est la répercussion c'est une répercussion qui est antérieure à notre naissance. Et ça, le fait que la base a été abandonnée bien avant notre naissance, on se dit mais c'est pas une répercussion que nous on a créée. Ça veut dire qu'il existait des bugs avant. Qu'il existait des bugs avant, quoi. Donc voilà, c'est tout ça. Enfin, moi je trouvais ça génial, quoi. Vraiment, du coup, on est retombé aussi sur une information qui dit qui rappelle que Finlofnir a essayé de saboter Cosmo et Rebirth en 571. Et comme par hasard, dans les répercussions qu'on trouve, c'est globalement un siècle après. Les répercussions les plus anciennes qu'on trouve. Les premières répercussions datent du 7e siècle. Voilà. Et donc, ça a merdé au 6e. Il y a quelque chose qui... À la fin du 6e siècle, on va dire. Ça pourrait coïncider. Voilà. Vous semblez pressé par le temps. Il nous reste combien de temps là 20 minutes 10 minutes. Ok, maximum, Diodray. On est un peu, en fait, pour tout vous dire, on enregistre toujours ces podcasts à la fin du week-end et donc juste avant que vous preniez le train, on essaye de maximiser en fait les temps de jeu. Alors moi, si j'ai une frustration à exprimer, alors moi, j'ai pas du tout vécu tous les défauts en fait que vous avez partagés. Moi, j'ai adoré en fait ces deux parties vraiment de bout en bout, quoi. Mais il y a rien du tout que j'ai. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Non, mais je sais pas parce que on ressort un peu de ce podcast, je pense, avec une idée que les parties fonctionnaient pas. Moi, je veux dire, juste en tant que maître de jeu, j'ai vraiment kiffé, mais après, c'est particulier. Si, ça fonctionne très bien, mais tu nous demandes ce qu'on aurait pu faire autrement ou ce qu'on aurait pu améliorer. Donc, évidemment, voilà, c'est ça. Donc, c'est cet effet-là qu'on voit dans le podcast, mais non, c'était chouette. Donc voilà, mais voilà, c'est et particulièrement la fin. Moi, j'ai adoré en fait la deuxième moitié de la seconde épreuve, où vraiment vous êtes lancé en fait dans les hypothèses, dans les théories, où c'est reparti en fait dans le sens en train de se poser des questions. Le défaut de ça, c'est qu'on sent bien que ce sont les joueurs qui enquêtent plus que les personnages. Et donc on revient sur le défaut que soulignait Audrey, c'est que du coup, on joue pas les personnages en fait. On se joue nous-mêmes, Audrey, Antoine, Julien, Amir, qui utilisons nos personnages comme des simulacres, pour découvrir en fait les secrets qui sont contenus dans. Donc l'enquête concerne les joueurs, mais pas. Et ça, c'est des réflexions qu'on s'était déjà faites dans Néant. Oui et non, parce que au fond, on est juste un niveau de réalité au-dessus. Hein. On reste les joueurs des personnages, c'est les personnages. Bien sûr. Non, bien sûr, Julien. Alors moi, il y a autre chose, c'est que pour l'ancrage de mon personnage dans le monde. Les relations avec les PNJ sont centraux. Or, tout le Conseil de la Résistance a été balayé. Une grosse partie du Clair de Lune a été balayée. J'ai regardé un peu la liste des PNJ qui me restaient en contact et je suis sec. Ouais. Et j'essaye de développer un peu l'histoire avec Erato et... Parce que le but, c'est de développer les relations entre vous, en fait. Et Météor, mais je vois que ça bouffe du temps sur le temps de jeu du groupe de joueurs. Et du coup, effectivement, ça manque un petit peu d'essence pour ça. Alors, il y a Alexa qui a retrouvé le renard, et ça c'est cool, mais ça la sort plus du groupe qu'autre chose, d'une certaine manière. Audrey, tu confirmes ça ? Oui, ça aurait dû, mais comme je ne l'ai pas joué, tu l'as pas joué, donc. Non, pour les raisons évoquées plus tôt aussi. Donc là, il y a la question, effectivement, de remettre de l'enjeu de personnage.
Et c'est vrai que comme on était beaucoup dominé par l'action, en fait, on n'a pas eu le temps, quoi. Alors moi, en tant que maître de jeu, mon objectif, en fait, c'est d'atteindre des scènes où ce sont les joueurs qui, à travers des simulacres, enquêtent. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une convergence là, qui est en fait au cœur de mes attentes à moi en tant que meneur. Tu vois, qui vont du coup et qui semblent sans doute en contradiction avec le fait d'être en immersion dans un personnage qui a des relations interpersonnelles, etc. Donc c'est pour ça que moi je suis assez pour effectivement que la prochaine fois on essaye de revoir un peu le contrat social en se disant ok, quelle scène on accorde à l'enquête autour de l'univers de sens et la métaphysique de sens, combien de temps on se donne et combien de temps on se donne aussi pour jouer les personnages avec tout ça. Sachant qu'en plus je peux vous dire que dans les scénarios, les parties à venir, les personnages vont reprendre un peu d'importance par rapport aux joueurs. C'est que là on arrive sur une cité qui est extrêmement métaphysique. Il y a le cube, il y a la philonite, tous les ingrédients de la métaphysique de sens sont là, et donc c'est normal en fait que vous interrogez des questions métaphysiques dans l'épreuve 2. Si on prend l'épreuve 1, c'est plutôt de la baston, donc c'est, tu vois, là du coup l'épreuve 1, il n'y avait aucune interrogation métaphysique pour le coup, sauf peut-être sur le comment on tue les quadriades Cosmo éventuellement, où là il y a un peu de questionnement sur... Mais franchement, voilà, c'est... Donc, la prochaine épreuve, je pense, va remettre en selle vos personnages. Moi, j'ai pu utiliser aucun de mes points d'expérience, par exemple. Oui, tout à fait. J'ai eu aucun personnage sur lequel j'ai déjà mis beaucoup dans les membres du groupe. Ouais. Et en fait, j'ai mes points d'expérience qui s'accumulent, mais je peux pas les... J'ai essayé de trouver la souris, mais on m'a expliqué que c'était compliqué. Et alors, j'avais choisi le mauvais, sans doute. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas préparé. J'aurais dû te préparer quelque chose, etc. J'avais pas assez préparé. Moi, de mon côté, je me suis dit, pour les PNJ et tout ça, que je m'étais pas assez préparé. Je pense que je me préparerai mieux la prochaine fois. Enfin, du coup, je vois un peu mieux vos attentes aussi. J'avoue que j'ai énormément de mal à cerner vos attentes en tant que joueur. En tant que maître de jeu, le maître de jeu de sens doit être au service des joueurs. Le problème, c'est que comme je vous connais pas non plus personnellement et qu'on peut pas vraiment en discuter dans l'intimité, je suis désolé Audrey, mais on a beaucoup ensemble depuis qu'on se connaît, parce que je te vais faire la grimace. On a passé beaucoup plus de temps à jouer ensemble qu'à discuter ensemble, Audrey et Romaric, tu vois. Et puis il y a pas les inter-aventures aussi. Et voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est beaucoup plus difficile pour moi de me dire, ok, qu'est-ce qu'elle attend Audrey d'une partie de sens, qu'est-ce qu'il attend Antoine d'une partie de sens, qu'est-ce qu'il attend Amir d'une partie de sens, qu'est-ce qu'il attend Julien. Je pense vraiment qu'un contrat social en début de prochaine séance. C'est de gérer ça, ouais. Effectivement. Plus de choix moraux. Bah t'inquiète, ça vient. Ça. Non, mais le choix moral, en fait, c'est aussi ce qui construit le personnage dans la fiction. Plus de PNJ, je suis pas d'accord. Oui, il y en aura aussi. Mais c'est ce qui va permettre... Moins de choix moraux, moins de PNJ. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est ça le problème, c'est que... Ouais, excuse-moi. Non, je disais, les choix moraux, c'est ce qui va permettre d'être clivant, en fait, et de prendre une mauvaise solution, enfin, une bonne ou une mauvaise solution, suivant le personnage qu'on joue. Et c'est pleinement... normalement, à ce niveau-là, c'est pas le joueur qui doit s'impliquer. C'est pleinement le personnage qui va faire un choix moral et qui va être jugé par le biais de l'autre personnage. Qui va recevoir ce choix qui va être fait. Ça, c'est vrai qu'on est devenu très peu jugeant. Nos personnages sont très peu jugeants les uns des autres, c'est-à-dire qu'on sait que Ridger va faire n'importe quoi, mais qu'il va le faire bien. On sait que Lexa va faire des trucs dans son ombre, mais qu'elle va le faire bien. On sait que Kerry va se prendre pour une diva, mais que ça changera pas grand-chose. On sait que Milan trouvera d'une manière ou d'une autre un truc génial pour résoudre les situations qu'on n'a pas encore pensées. Et du coup, en fait, on n'est pas jugeant, on est acceptant. Ouais, mais moi je trouve ça dommage de pas, par exemple, ça aurait pu donner une très belle scène si on avait découvert ou si Ridger nous avait raconté il avait spilé tous nos secrets et toutes nos découvertes à plusieurs niveaux de fiction auprès de Sabel, qui en plus on avait rien à foutre, ça n'a même pas marché. Ouais. En fait, j'ai la sensation. Ça aurait fait une belle, tu vois, ça aurait fait une. C'est quand même le chef de la rébellion, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Mais moi, j'ai la sensation d'être un exposant en fait, en tant que meneur de sens, c'est-à-dire de vous exposer en fait le jeu et d'en oublier un petit peu finalement de vous faire jouer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le. Je sais pas si vous comprenez le truc. Et dans le sens... Et du coup, là, je me prends une claque. Je fais, ah ouais, en fait, c'est vrai qu'on peut pas se contenter uniquement de balancer du secret
il faut aussi qu'on fait du jeu de rôle, bordel. Il faut aussi qu'il y ait un rôle à jouer, tu vois. Et pour le coup, j'ai peut-être trop tiré sur la corde de ce côté. Moi, ça me dérange pas forcément, mais c'est pas le même jeu, c'est tout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pardon, Antoine avait quelque chose à dire. En cela, moi, ça me fait aussi beaucoup penser aux premières épreuves de Sens Renaissance, où là, pour le coup, on avait des choix moraux. Et c'est même le tout début de Sens. C'est ça, quoi. C'est l'épreuve du poète. C'est vraiment basé sur ces choix moraux-là et qui vont définir après nos personnages, quoi. Julien, alors il y a un truc sur lequel on n'est pas très fort de toute façon, qui sont les points d'immersion. Mais moi, j'ai donné les points d'immersion comme joueur. Vous étiez pas mal quand même. Non, mais j'ai donné les points d'immersion comme joueur. C'est-à-dire, j'ai dit, moi, je trouve ça cool ce que fait, mais je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que mon personnage ressent par rapport à ce que fait Ridger. Ouais. Et en fait, si on pourrait rajouter un mécanisme de règle ou je sais pas, quelque chose là, pour moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis sur un système sur lequel je travaille, qui est prendre en compte la réaction, tu vois, et comment tu réagis à ça, quoi. Plus se poser entre nous la question et comment vous réagissez au fait que j'ai fait ça. C'est la question que posait Audrey en disant mais j'ai sauvé ton mec, tu m'as même pas dit merci. Et auquel j'aurais pu répondre mais je t'ai sauvé et tu m'as même pas dit merci parce que je me suis interposé aussi sur un coup fatal. Donc voilà, il y a des choses comme ça où on se retrouve à oublier de se poser régulièrement la question ils font ça, comment je réagis? Comment je le ressens? Est-ce que je m'en fous et j'attends juste que les 18h soit fini pour que je puisse rentrer chez moi m'occuper de mon fils? Ou est-ce que... voilà. Bon, après, je sais pas si vous avez senti la liberté en fait de Sens Chaosmo là. Pas du tout? Si, énorme. Ouais. Carrément. Par rapport aux autres sens qui sont beaucoup plus linéaires. Alors, la première épreuve est évidemment linéaire avec la bataille spatiale, etc. Mais bon, vous avez énormément... Même au sein de la bataille, il y a quand même beaucoup de liberté. Mais la preuve, on n'a pas été ensemble. En fait, c'est ça. Ouais. La preuve, c'est-à-dire que Ridger était avec Beridium, Milan était avec Lithium et Ghost et Audrey était avec Ghost, et Lexa était avec Ghost. Et moi, j'étais avec les autres, quoi. Je m'occupais de l'Armada. Ouais. Et donc, on a chacun agi de notre côté parce que en parfaite intelligence. Alors, c'était cool parce qu'on a un groupe qui a même plus besoin de se parler pour savoir ce que vont faire les autres. Mais on se parle en permanence. Ouais, mais alors ça, on ne le joue pas. Ouais. Et c'était pas mal ce que tu nous avais imposé sur le plan en nous disant t'as pas le droit de le désigner du doigt, tu dois dire je vais sur le galion. Mais finalement, on n'a pas assez joué. Et c'est une question qu'on s'est souvent posée vis-à-vis de Lexa. Qu'est-ce que tu nous dis de ce que tu as vu? Est-ce que tu as ta caméra branchée? Et je pense que ce serait bien que peut-être dans notre contrat social, on fixe ça. On dise plus précisément qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on montre et comment on réagit. Je vois qu'on ait une espèce de hey, et comment tu réagis à ça. Mais ça veut dire aussi que les joueurs disent clairement j'ai fait ça et je dis à tout le monde que j'ai fait ça. Amir, très bien pour la réaction, mais pour la caméra, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est pour ça également que j'ai fait en sorte que toutes les respléoïdes soient en permanence, en caméra, son, etc. Alors pour toi, Quadria, effectivement, il n'y a que le son. Non, mais il y a un autre problème en fait, c'est que toi, tu as Cosmo à 100. Donc ton personnage, il est capable de regarder en fait des caméras et d'en tirer des conclusions comme ça. Parce que en fait, si tu veux, toi, t'as un esprit stratégique d'ensemble en fait, Amir. En fait, mon personnage, c'est ce qu'il essaie de faire depuis le début. De toujours faire la stratégie. Ils s'en foutent. Enfin, Ridger, c'est un créateur, il est là. Il y a que son nom, la caméra. En fait, sa caméra de sécurité, elle est dans son nombril, là, ce mec-là. Il est sur sa ligne, quoi. Et Lexa, elle s'en fout que tu la vois. Elle veut surtout pas être vue. Moi, tout ce qu'elle fait, elle veut que tu le vois pas. Donc, je soupçonne Ridger et Lexa de couper leur caméra. Ah, mais de temps en temps, je pense que vous devez le faire, à mon avis. Ouais. Alors, ce que Milan va répondre à ça, c'est qu'il va imposer, je sais pas, un truc, genre un stimuli permanent. Non, ta caméra est coupée. Ouais, mais on voit la différence. Si t'avais, ça donne un aperçu de ce qui se passerait ce qui se passera ou de ce qui se passerait si Milan ou quand Milan sera commandant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que là, on voit la différence aussi de commandement et la façon de. Et où il y aura la rébellion à l'intérieur de la rébellion. C'est ça, exactement. Ça va devenir le bordel comme à la Némésis. Quand Milan va devenir plus clivant que Ridger. C'est ça, exactement. Et ben on verra ça pour le prochain épisode. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Merci Milan, merci. Gros bisous. Julien, merci Antoine, merci à tous. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Merci à tous. Salut.